La première, 9h-10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Les sirènes hurlaient très fort et le mot « lancement » est apparu en grandes lettres rouges sur l'écran. La paix que tous les dirigeants politiques affirment vouloir préserver par-dessus tout et qui peut-être n'a jamais été aussi précaire. Tenir pendant quelques minutes le sort du monde entre ses mains, décider seul de l'avenir de l'humanité et se demander quoi faire. C'est bien l'avenir de l'humanité que le colonel Stanislav Petrov a eu entre ses mains la nuit du 25 septembre 1983. Dans le secret d'un bunker proche de Moscou, une alerte au missile nucléaire retentit. Petrov, officier de garde, doit confirmer ou non l'alerte. Alors que les ordinateurs lui indiquent le pire, il doit prendre une décision dans l'urgence. C'est cette histoire enfouie dans les tréfonds de la guerre froide que nous vous racontons dans cet épisode. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Retour donc aujourd'hui en 1983, en pleine guerre froide, pour raconter un épisode longtemps resté secret de cette période où le bloc occidental et le bloc soviétique se toisaient de chaque côté du mur de Berlin. Une histoire d'alerte nucléaire, de fausse alerte. N'entretenons pas de faux suspense, sinon bien sûr nous ne serions même pas là pour raconter cette histoire. Cette histoire déclassifiée dans les années 90 montre comment la crainte d'une guerre nucléaire a parfois poussé les deux grandes puissances au seuil de la guerre, mais sans jamais franchir ce seuil. Ouais, l'histoire de la fausse alerte de 1983 mérite d'être racontée. Elle met en scène le conflit entre l'homme et les machines, entre la conscience, les sentiments, la peur, le devoir et les dispositifs qui indiquent faussement, durant 20 minutes, une attaque de missiles américains sur l'URSS. Stanislav Petrov est cet homme qui a eu à décider quoi faire et il a décidé de ne pas confirmer cette attaque auprès du Kremlin et c'était loin, on va l'entendre, d'être la décision la plus évidente. Alors dans cette émission, nous reviendrons donc sur ce que nous raconte encore cette histoire aujourd'hui et en particulier sur l'évolution de la dissuasion nucléaire depuis la guerre froide. Qu'est-ce qui a changé depuis la guerre en Ukraine, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et puis évidemment, on tentera de répondre à la question, est-ce qu'un tel incident serait encore possible aujourd'hui ? Pour y voir plus clair, avec nous, Alain Denève, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste à l'Institut Royal Supérieur de Défense, ici à Bruxelles. Et Emmanuel Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Alors, avant de rentrer dans le récit, peut-être une première question à tous les deux. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette histoire de Stanislav Petrov ? Monsieur Denève. Oui, tout à fait. C'est un exemple très répandu de ce qu'on appelle les faux positifs qui peuvent survenir dans le cadre d'une dissuasion nucléaire. Donc ces fausses alertes qui ont malgré tout été gérées comme il faut par des intermédiaires humains, donc ce qui rajoute une certaine part d'humanité, je dirais, dans un processus que l'on imagine surtout tributaire de décisions machiniques. Oui, et il n'est pas le seul. D'accord, mais vous allez nous dire, il y en a eu d'autres. Et en tout cas, il a eu, cet humain Stanislav Petrov, une lourde responsabilité sur les épaules pendant quelques minutes. Vous en aviez aussi entendu parler, Emmanuel Maître ? Oui, tout à fait. C'est un épisode, c'est vrai, qui est connu. En plus, le colonel est décédé il y a quelques années, donc il y a eu beaucoup de reportages sur sa vie et sur ce qui s'est passé pour lui, y compris le fait d'ailleurs qu'il avait été sanctionné après avoir finalement sauvé l'humanité. Donc c'est un épisode assez connu, en effet, de la dissuasion. Oui, sanctionné notamment parce qu'il n'avait pas mis de rapport à temps. Figurez-vous, à l'époque, on était assez précis dans l'Union soviétique de 1983. Allez, rare histoire d'un homme qui a sauvé l'humanité, on replonge dans nos archives. Friazino, le 19 mai 2017. Le printemps inonde la périphérie de Moscou. Le soleil perce les fenêtres des immeubles de 15 étages alignés autour des larges avenues dans le plus pur style soviétique. Stanislav Petrov, 77 ans, veuf, lieutenant-colonel de l'armée rouge à la retraite, habite là, dans un modeste appartement. Entre une icône de la Vierge de Vladimir et une carte de la Voie lactée, il meurt
des suites d'une pneumonie. Ses funérailles rassemblent quelques proches autour de son fils. Il est enterré dans le cimetière de la ville, au milieu d'une forêt de bouleaux. Sa tombe, entourée d'une petite clôture en fer forgé, jouxte celle de sa femme décédée 20 ans plus tôt d'un cancer. Rien de plus banal que la mort de cet ancien officier russe malade. Et pourtant, Stanislav Petrov, qui a vécu et mort comme un anonyme, a connu son moment de gloire. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En raison de la situation qui s'est créée avec la formation de la communauté des États indépendants, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. En 1991, l'Union soviétique s'écroule. Mikhaïl Gorbatchev démissionne. Il sera le dernier président de cet État communiste créé en 1917. Un État cesse d'exister et un autre le remplace. Sur le Kremlin, le drapeau russe remplace le drapeau communiste. La guerre froide est terminée, l'histoire a basculé et les secrets longtemps enfouis refont petit à petit surface. En 1998, un magazine russe exhume pour la première fois le nom du lieutenant-colonel Stanislav Petrov. Et avec lui, le secret édifiant de la nuit du 25 septembre 1983. En 1983, Stanislav Petrov a 44 ans. Il est donc lieutenant-colonel et le 25 septembre, il est de garde à la base d'alerte stratégique de Kourilovo, dans l'oblast de Kalouga, à une centaine de kilomètres de Moscou. Cette base est l'oreille du dispositif nucléaire russe. On y surveille à l'aide de satellites le ciel de l'URSS. Le travail de Stanislav Petrov est clair, prévenir ses supérieurs en cas d'une éventuelle attaque de missiles. Et cette nuit-là, la garde s'annonce tranquille. Mais à minuit 15... les lumières clignotent, les sirènes retentissent, les moniteurs affichent des messages d'alerte. Les satellites soviétiques ont repéré un tir de missile en provenance de la base américaine de Malmstrom, dans le Montana. Stanislav Petrov est l'officier supérieur, c'est lui qui doit donner l'alerte. Une alerte qui, il le sait, pourrait déclencher une réponse soviétique. Une guerre nucléaire, il raconte à la BBC. C'était complètement inattendu. Les sirènes hurlaient très fort et le mot « lancement » est apparu en grandes lettres rouges sur l'écran. Stanislav Petrov hésite et reste stupéfait. Il n'a que quelques minutes pour agir. Il demande une première vérification aux opérateurs. Peut-il s'agir d'un bug du système informatique ? Dans l'attente de la réponse, Stanislav Petrov ne peut ignorer le contexte. Le monde est alors divisé entre pays occidentaux au sein de l'OTAN et l'URSS au sein du pacte de Varsovie. Deux idéologies, deux blocs se font face. Des milliers de têtes nucléaires sont pointées les unes vers les autres. Et justement, en cette année 1983, la tension est brusquement montée d'un cran. Au mois de janvier, les vœux des dirigeants du monde étaient plutôt sombres. Cette année, un mot revient dans tous ces messages, la paix. La paix que tous les dirigeants politiques affirment vouloir préserver par-dessus tout et qui peut-être n'a jamais été aussi précaire. À ce propos, il faut noter que 1983 sera une année décisive pour l'équilibre du monde. Si les négociations sur le désarmement échouent à Genève, l'OTAN a prévu de déployer 572 missiles sur le territoire européen à partir de la fin de l'année.
Stanislav Petrov vit comme des milliers de militaires soviétiques dans la crainte d'une éventuelle attaque des Américains. Cela fait des années qu'il travaille à des procédures visant à la détecter. Et ce soir-là, il entend résonner les sirènes d'alerte. Il a demandé tout de suite de vérifier les paramètres. Il reçoit sa première réponse et elle n'augure rien de bon. Non, selon les opérateurs, le satellite ne s'est pas trompé. Il y a bien une probabilité maximale qu'un missile américain soit en route pour l'URSS. Stanislav Petrov demande alors une deuxième vérification. Y a-t-il une confirmation radar? Chaque seconde qui s'écoule paraissent des heures. Stanislav Petrov n'ignore pas que l'Amérique a haussé le ton ces derniers mois et lancé une course aux armements. Avec l'arrivée du président Reagan, la détente entre les deux blocs est bel et bien terminée. En mars 83, le nouveau président avait frappé les esprits avec un discours fort. Dans vos discours sur les propositions de gel du nucléaire, je vous exhorte à vous méfier de la tentation de l'orgueil, de la tentation de vous déclarer allègrement au-dessus de tout et d'accuser les deux camps d'être également fautifs, d'ignorer les faits de l'histoire et les pulsions agressives d'un empire du mal, de simplement qualifier la course aux armements de malentendu géant et de vous retirer ainsi de la lutte entre le bien et le mal et du bien contre le mal. L'empire du mal. Ronald Reagan, avec un ton messianique, lance le programme Guerre des étoiles, un ensemble de satellites censés former un bouclier antimissile qui empêche toute attaque nucléaire de l'URSS sur les États-Unis. De quoi remettre en cause la doctrine de l'équilibre de la terreur, l'idée qu'il n'y aura pas de vainqueur d'une guerre nucléaire car les deux camps s'anéantiraient mutuellement. Avec ce bouclier et l'annonce de l'installation de missiles américains en Europe, il y a de quoi rendre les responsables soviétiques nerveux. Heureusement, Stanislav Petrov ne se laisse pas déborder. 2 minutes déjà que l'alerte du satellite a retenti dans la base de Kourilovo. Et le lieutenant-colonel en charge reçoit enfin sa deuxième réponse de confirmation. Non, les radars au sol ne peuvent confirmer l'envoi d'un missile. Et, ce qui ne l'arrange pas, non, ils ne peuvent pas non plus l'infirmer, car les conditions d'observation sont trop mauvaises. Stanislav Petrov a donc un doute, et puisqu'il manque d'une certitude absolue, il décide de ne pas confirmer l'alerte auprès de ses supérieurs. Sous une pression écrasante, il décide donc de ne rien faire. Pourtant, des sous-officiers inquiets lui demandent d'appliquer la procédure et d'avertir ses supérieurs. Mais sans confirmation radar, Petrov refuse et tient bon. Mais, à minuit 17, une deuxième alerte retentit. Un deuxième missile se dirige vers l'Union soviétique. Puis, un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Il raconte à la BBC. Une minute plus tard, les sirènes se déclenchent à nouveau. Un nouveau missile est lancé, puis un troisième, et puis un cinquième. Les ordinateurs changent l'alerte de lancement en frappe de missile. Il n'y avait pas de règle nous disant en combien de temps réfléchir avant de signaler la frappe. Mais nous savions que quelques secondes de délai coûtaient un temps précieux au leadership militaire de l'Union soviétique. 5 missiles. Voilà qui éloigne la possibilité d'un dysfonctionnement du système. Stanislav Petrov hésite encore plus. Se pourrait-il que ce soit la grande attaque nucléaire redoutée? Il repense sans doute à ce qui s'est passé quelques jours plus tôt. Bonsoir, eh bien c'est un véritable drame qui s'est joué dans les airs hier soir au nord du Japon. Il était environ 20h23, heure belge, quand le pilote du Boeing 747 de la Korean Airlines en provenance de New York envoie ce qui va être son dernier message. Il annonce qu'il monte à une altitude de 9242 mètres, puis c'est le silence.
Le 1er septembre 1983, un Boeing 747 de la Korean Airlines qui faisait la liaison entre Anchorage et Tokyo disparaît des radars. 269 passagers meurent. Très vite, la CIA réunit des preuves. Le Boeing a dévié de sa route, s'est retrouvé en territoire soviétique et a été abattu par 2 MiG. Peu de personnes, en tout cas, pensaient à l'incident technique. Une des stations au sol aurait été avertie. Puis, tout au long de la journée, l'hypothèse la plus folle prend corps. Le 747 de la Korean Airlines aurait été abattu par des chasseurs soviétiques. Les radars japonais affirment avoir vu des chasseurs s'approcher d'un avion inconnu apparaissant 3 fois sur les écrans radars. Ensuite, l'agence japonaise de défense annonce qu'elle a enregistré un message adressé par le pilote d'un MiG-23 soviétique à la base militaire de Sakhalin. « Je vais tirer un missile », dit le pilote. La cible est l'avion de la Korean Airlines. L'incident suscite des réactions un peu partout dans le monde, et surtout en Occident. L'Union soviétique est pointée du doigt, et Reagan ne manque pas l'occasion d'en rajouter une couche. Il parle de crimes contre l'humanité et de massacres. Hello Americans, I'm coming before you tonight about the Korean Airline massacre. The attack by the Soviet Union against 269 innocent men, women and children aboard an unarmed Korean passenger plane. This crime against humanity must never be forgotten, here or throughout the world. Et le président américain n'est pas le seul à s'émouvoir. Dans le monde occidental, c'est la stupéfaction. Serge July, éditorialiste au journal Libération, écrit qu'un état-major militaire ait pu donner l'ordre à des pilotes de chasseurs à réaction d'utiliser leurs missiles pour anéantir un avion de ligne facilement reconnaissable, c'est le cas du Boeing 747, laisse penser que le dérapage dans la guerre nucléaire est possible. Un dérapage dans la guerre nucléaire est possible. Serge July n'imagine pas si bien dire, car dans la nuit du 25 au 26 septembre, l'alerte retentit toujours dans la base de Kourilovo. Stanislav Petrov a sur les bras 5 signalements satellites de lancement de missiles américains. Il se dirige tout droit vers l'Union soviétique. Il sait que son job, c'est de prévenir ses supérieurs qui, eux, jugeront ou non bon de lancer une réplique sur les États-Unis. Mais il hésite. D'abord, il n'a toujours pas de confirmation radar. Et puis, il se dit que si les États-Unis voulaient lancer une guerre nucléaire, ils lanceraient beaucoup plus que 5 missiles. Alors, il prend sa décision. Et là, j'ai pris ma décision. Je n'ai pas cru en l'ordinateur. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon supérieur et je lui ai dit que l'alerte était fausse. Mais je n'en ai pas été certain jusqu'au dernier moment. Et je savais parfaitement que si je faisais une erreur, personne ne pourrait la corriger. Il décide donc d'attendre, de faire confiance à son instinct plutôt qu'aux machines. Tremblant de peur et de stress, il attend, avec les opérateurs, 20 longues minutes. Et au bout d'un effroyable suspense, à l'heure H, minuit 35, aucun missile n'atteint finalement le sol de l'URSS. C'était bel et bien une fausse alerte. Stanislav Petrov rentre chez lui, il vide une bouteille de vodka et dort 24 heures de suite, écrasé par le stress, et ne dit rien à son épouse. Quand il rentre à la base le lendemain, ses supérieurs le sermonnent pour ne pas avoir respecté strictement la procédure et ne pas avoir écrit de rapport dans les temps. Assez rapidement, l'explication tombe. La fausse alerte a été causée par des reflets du soleil sur les nuages que le logiciel embarqué du satellite a confondu avec la traînée d'un missile. Quelques mois plus tard, Stanislav Petrov quitte l'armée pour s'occuper de sa femme, malade d'un cancer. Elle mourra en 1997 et il ne lui aura jamais rien révélé. L'affaire n'est rendue publique
qu'un an plus tard. Stanislav Petrov, pressé alors de s'expliquer par des journalistes américains, expliquera seulement ne pas être un héros, mais avoir juste fait son travail ce soir-là. Il est mort dans l'indifférence générale en mai 2017. La première, l'histoire continue. Alain Denève, analyste à l'Institut Royal Supérieur de Défense, et Emmanuel Maître, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, sont avec nous pour évoquer ce cas de Stanislav Petrov, cette décision qu'il a eu à prendre la nuit du 25 septembre 1983, ce qui se révélait être une fausse alerte nucléaire, mais il a fallu 20 minutes avant d'avoir la confirmation que les missiles, les faux missiles, ne sont pas rentrés, évidemment, en Union soviétique. Alain Denève, quand vous réentendez cette histoire, peut-être une question d'abord très large, ça vous inspire quoi? Qu'on est passé tout près, éventuellement, d'une guerre nucléaire, ou qu'au contraire, il y a eu quelqu'un qui a dit non et que donc le dispositif a fonctionné? Alors, la première impression que l'on peut avoir, c'est qu'effectivement, on est passé à côté d'une guerre nucléaire, qu'on est passé à côté de l'apocalypse. Parce qu'effectivement, les implications qui sont liées, je dirais, à ce type d'armement sont sans appel. Oui. Après, il y a une seconde analyse qui vient toujours, et on se rend compte, en fait, que même dans des cas où l'on pense que la dissuasion nucléaire a montré des failles, en fait, elle a montré son efficacité, ou une certaine efficacité. C'est-à-dire qu'il y a des garde-fous qui ont existé, qu'ils soient liés parfois à la machine ou parfois à la dimension humaine. En fait, les incidents que l'on rencontre, on se rend compte en réalité que dans ces incidents, au cours de ces incidents, il y a des protocoles, des procédures, des réflexes, des procédures, ou en tout cas parfois du jugement humain qui a permis effectivement de faire en sorte que la dissuasion fonctionne toujours et ne dérape pas. Oui. Emmanuel Maître, qu'est-ce qui vous frappe, vous, dans cette histoire? Qu'il y a eu quelqu'un qui a pris la bonne décision, ou au contraire que les machines auraient pu induire quelqu'un d'autre en erreur et qu'on est donc peut-être passé à côté d'une guerre nucléaire? C'est quoi votre réflexion? C'est un petit peu en effet les deux, et je pense que ça illustre fondamentalement que la dissuasion nucléaire est une stratégie qui fonctionne sur le fil du rasoir, qui nécessite une prise de risque dans une certaine mesure. Et en effet, il faut convaincre l'adversaire qu'on va riposter en cas d'attaque, d'où la mise en place de ces systèmes d'alerte avancée. Et donc, il y a forcément une certaine prise de risque. On va marcher vers ce risque nucléaire, mais en essayant d'avoir des sauvegardes. Et là, en l'espèce, la sauvegarde était l'élément humain qui est censé analyser un ensemble de données et venir vers la bonne décision. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a toujours un élément humain à plusieurs étages, je veux dire, de la dissuasion nucléaire, que ce soit en Russie, que ce soit en France, que ce soit, par exemple, aux États-Unis. C'est jamais les machines qui vont décider, évidemment, toutes seules, d'une éventuelle riposte nucléaire. Mais oui, c'est intéressant de voir en effet que aujourd'hui des questions similaires continuent à se poser, et puis évidemment avec les avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle, etc. Ce sont des questions qui reviennent complètement sur le devant de la table. Mais au niveau diplomatique, on a aujourd'hui un certain nombre d'États qui possèdent des armes nucléaires qui ont réaffirmé, soit de manière unilatérale, soit à plusieurs. Par exemple, l'année dernière, les États-Unis et la Chine ont réaffirmé qu'ils gardaient un être humain dans la boucle de décision. Donc en fait, on s'aperçoit que cette garantie, ce garde-fou de 83 existe toujours a priori aujourd'hui. Avant d'avancer justement sur l'évolution de la dissuasion nucléaire et quels sont les risques aujourd'hui, est-ce que, Alain Denève, vous pouvez d'abord nous réexpliquer exactement ce que c'est la dissuasion nucléaire? Est-ce que c'est un ensemble de règles qui sont liées à une pratique, ou comment est-ce qu'on a le mode d'emploi de la dissuasion nucléaire? Alors, pour faire simple, on va essayer. La dissuasion nucléaire est basée en fait à la fois sur une menace et une promesse, c'est-à-dire la menace qui est celle d'un État nucléaire, de faire en sorte que toute attaque engendrerait des conséquences de destruction totale qui font que on prévient de la sorte la possibilité même d'une attaque. Donc c'est en fait ce qu'on appelle, et l'expression est particulièrement bien choisie, c'est l'équilibre de la terreur. Pour faire simple, si tu m'attaques, je te promets en retour une riposte telle que
ta première attaque n'aura aucun bénéfice. Donc ici, évidemment, j'essaie de simplifier au maximum, mais disons que c'est ça la règle. Alors pour cela, il faut évidemment assurer la crédibilité de son attaque, ou de la crédibilité de sa riposte et des moyens dont on dispose. Cette crédibilité, c'est une crédibilité à la fois politique, diplomatique, c'est une crédibilité à travers les moyens dont on dispose, les moyens technologiques, le degré d'avancement technologique des moyens nucléaires dont on dispose. Après, il y a différents types, je dirais, de dissuasion selon évidemment le type de moyens que vous avez et l'importance aussi quantitative des moyens dont vous disposez. Alors, Emmanuel Maître, je rappelle que vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Quand on réentend cette histoire de Stanislav Petrov, on se dit, il n'a pas fallu grand-chose, il a fallu un humain qui a pris la bonne décision. À ce moment-là, on se souvient aussi, on a tous en tête la crise des missiles de Cuba en 63, où c'était également très tendu, et où, peut-être avec des raccourcis, vous allez nous le dire, les médias ont tendance à dire on a frôlé une guerre nucléaire. Est-ce que, dans ces deux moments, qui sont plus ou moins bien documentés, vous diriez que vraiment, on a frôlé une guerre nucléaire, ou c'est excessif de dire ça, et que c'est un raccourci un peu catastrophiste des médias ? Ouais, je pense qu'on est forcément passé relativement près. Après, c'est toujours assez difficile de refaire des lectures historiques, sachant que dans les deux cas, les dirigeants... Alors ici, c'est un opérateur. Dans le cas de la crise de Cuba, c'est plutôt des dirigeants politiques qui ont décidé de reculer, entre guillemets, de désescalader la crise. Ce qui est intéressant dans le cas de l'Union soviétique et des États-Unis, c'est que c'est une situation très particulière par rapport aux autres pays qui ont des armes nucléaires, parce que depuis le début de leur stratégie de dissuasion mutuelle, comme ça vient d'être évoqué, ces deux pays ont vécu, et particulièrement pendant la guerre froide, sous la crainte d'une attaque soudaine qui viendrait anéantir leurs capacités. Et donc cette idée c'était possible que l'autre bloc d'un seul coup lance toutes ses capacités nucléaires sur le pays et le détruise et empêche la riposte dont il vient d'être question, ça a justement donné naissance à ces capacités d'alerte, puisque l'idée c'était de pouvoir percevoir au plus tôt une alerte pour pouvoir y répondre avant même que le pays enregistre la première frappe. L'idée, c'était, je n'attends pas que tu me détruises pour pouvoir riposter, et comme ça, la dissuasion continue de fonctionner. Et donc, cette posture de lancement sur alerte, et non pas lancement une fois qu'on est déjà victime d'une frappe nucléaire, forcément, elle a inclus un temps de réaction beaucoup plus faible par rapport à estimer les dommages et ensuite prendre une décision, la dépendance envers des moyens techniques d'alerte, et donc, forcément, une prise de risque un petit peu plus élevée que pour d'autres pays. Par exemple, aujourd'hui, si on parle de l'Inde, du Royaume-Uni ou d'autres pays qui attendraient sans doute plusieurs heures, plusieurs jours avant de prendre une décision de riposte. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée de vivre aussi, on l'entend un peu dans une forme de... Aujourd'hui, on le dirait, le mot est peut-être excessif, de parano, parce que c'est vrai que cette annonce, notamment de Reagan, de faire ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, c'est-à-dire un bouclier qui empêcherait une première frappe russe, c'est-à-dire que l'équilibre de la terreur que vous venez d'expliquer, Alain Denève, ne fonctionnerait plus, puisque les États-Unis seraient immunisés d'une possible frappe. Et ça, on sait par les documents aujourd'hui déclassifiés que Yuri Andropov, qui était premier secrétaire, le dirigeant de l'URSS, avait vraiment très peur. On se dit, s'ils arrivent à faire ça, alors ils vont nous détruire, quoi. Et que une bonne partie de la chaîne militaire soviétique à l'époque vivait vraiment dans une réelle crainte d'une attaque américaine. L'inverse était sans doute aussi vrai. Alors, c'était un petit peu plus complexe. Je résume, évidemment. Oui, c'est pour là que vous êtes là. Ronald Reagan et d'une manière générale les États-Unis n'ont jamais fondamentalement accepté l'idée que la sécurité internationale et que leur propre sécurité puisse reposer sur cette menace de destruction mutuelle. Il y a toujours eu la volonté de la contourner, de la dépasser. Et le projet Guerre des étoiles était bâti autour de cette préoccupation. C'était de remplacer la dissuasion nucléaire, je dirais, par une dissuasion par interdiction, c'est-à-dire faire passer le message à l'Union soviétique selon lequel tous les moyens de frappe dont elle pouvait disposer pourraient être interceptés dans leur quasi-totalité. Ce qui, pour l'Union soviétique, posait un problème parce que ça voulait dire qu'il y avait la menace possible, éventuelle, que tout leur arsenal soit sans effet à la fois politique et militaire. Et donc,
le projet Guerre des Étoiles a quelque part déstabilisé dans un premier temps cette logique de la dissuasion nucléaire. Et ça a inquiété aussi, évidemment, les Européens et d'autres pays. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu notamment la crise des missiles en Europe, l'envoi de missiles américains en Europe qui a déclenché des grandes manifestations pacifistes. C'est ça aussi le contexte de 83 dans lequel Stanislav Petrov a dû prendre sa décision. La première, l'histoire continue. On évoque la dissuasion nucléaire dans cette émission et notamment à propos de cet incident de 1983, cette fausse alerte. On a bien posé le contexte de l'époque, cette rivalité entre l'URSS d'une part, les États-Unis de l'autre, cet équilibre de la terreur et cette nécessité donc pour les États d'essayer de se prémunir d'une attaque de l'autre en prévenant, en ayant des moyens pour détecter l'attaque, des moyens ici qui ont défailli en Union soviétique en 1983. Heureusement, Stanislav Petrov était là. Faisons le lien maintenant. C'est vrai que la dissuasion nucléaire dans les années 80, on a énormément d'archives, on en a beaucoup parlé, c'était sur beaucoup de lèvres, il y avait des manifestations pacifistes en Europe, c'était un sujet politique qui clivait. Et puis on n'en a plus beaucoup parlé dans les années 90, après la chute du mur, ça a baissé beaucoup d'intérêt. Et maintenant, on en reparle beaucoup depuis la guerre en Ukraine. Emmanuel Maître, je rappelle que vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Est-ce que sur la manière de concevoir cet équilibre de la terreur qu'on vient d'évoquer dans la première partie de l'émission, beaucoup de choses ont fondamentalement changé avec la guerre en Ukraine et les derniers événements, ou est-ce que les fondamentaux sont toujours les mêmes ? Alors, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses évidemment qui restent les mêmes. En effet, comme vous l'avez dit, après la guerre froide, le facteur nucléaire a quand même eu tendance à largement diminuer comme élément central des relations internationales. Les stratégies américaines en particulier ont conservé bien sûr la dissuasion, mais cette peur que j'évoquais tout à l'heure d'une attaque en premier, attaque préventive, est paru quand même un scénario un peu moins réaliste. Même aujourd'hui, c'est plus forcément le scénario qui est le plus inquiétant pour les états-majors. Il y a encore des moyens d'alerte avancés, il y a encore une capacité de répondre à une frappe nucléaire dans la demi-heure, mais c'est quelque chose qui n'est pas perçu comme le scénario le plus alarmant. À partir des années 2000, on a eu plutôt une crainte liée à la multipolarité nucléaire, au fait qu'il y avait de plus en plus d'acteurs, bien sûr la Chine, en Asie du Sud, d'autres acteurs proliférants comme l'Iran ou la Corée du Nord. Donc on a eu des stratégies qui avaient tendance à regarder un petit peu ce qui se passait par là. Et puis la guerre en Ukraine a repointé de manière assez vive, et on l'a senti en Europe dans un climat qui n'est pas similaire à celui des années 80, mais qui commençait quand même à avoir un petit caractère anxiogène, l'idée que finalement, vivre sous cette menace nucléaire dans un climat de tension, on retrouvait un petit peu quand même certains de ces éléments-là, avec une Russie qui n'a pas hésité à avoir une stratégie assez coercitive, faire peur du nucléaire, manipuler un petit peu aussi les opinions avec ça, pour empêcher au maximum les interventions occidentales dans sa guerre d'agression en Ukraine. Alain Denève, dans cette histoire de Stanislav Petrov, ce qu'il n'obtient pas, c'est une confirmation radar. Une confirmation radar en 1983, c'est vraiment 5 points sur un écran noir, très vague, c'est difficile à vraiment percevoir. Les technologies qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elles sont différentes pour prévenir d'une attaque, pour se rendre compte qu'il y a une attaque, pour planifier une attaque, on va peut-être pas aller jusque-là, mais est-ce que ça joue la capacité qu'on a aujourd'hui à identifier ce qui peut être un missile chargé, pas chargé ? Alors pour être très précis, en fait, ce qu'attendait Petrov à l'époque, c'était la confirmation radar de la séparation du corps de missile des têtes qui devaient rentrer dans l'atmosphère. Et c'est l'absence de confirmation qui a conduit Petrov à se dire qu'il ne s'agissait pas d'une réelle alerte. Alors évidemment, entre la situation dans les années 80, au début des années 80 et la situation aujourd'hui, on imagine bien que le maillage, à la fois en matière de reconnaissance, de détection, le maillage informationnel... Aujourd'hui, c'est des satellites qui, j'imagine, peuvent montrer en direct l'image du missile. Qui ont reçu plusieurs générations de modernisation. Ce sont toujours des dispositifs sur lesquels les États-Unis, enfin toutes les puissances nucléaires, attachent une importance fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient à la pointe, qu'ils soient réellement en accord avec leurs capacités. C'est la raison pour laquelle aussi vous avez la Chine qui devient une puissance spatiale. Toute puissance nucléaire a besoin d'être une puissance spatiale. D'être une puissance spatiale pour avoir vraiment l'ensemble des fonctions spatiales et pouvoir détecter
l'imminence, le plus en et amont la nature possible, de chaque et attaque. la nature. Alors, la nature... C'est là où le bas blesse. C'est qu'on ne sait pas nécessairement à l'avance si la tête, si les ogives sont nucléaires ou conventionnelles. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, la détection en amont est fondamentale en matière de dissuasion aujourd'hui. Oui, c'est notamment ce qui s'est passé en Ukraine avec l'envoi d'un missile intercontinental, mais sans tête nucléaire dedans, évidemment, sinon on l'aurait su, qui ont provoqué pas mal de débats, notamment en Occident, en disant, mais tiens, là, il y a une nouveauté, une manière d'utiliser des missiles qui sont potentiellement porteurs d'une charge nucléaire, mais qui là ne le sont pas. Emmanuel Maître, j'aimerais évoquer avec vous ce récent aussi changement dans la doctrine nucléaire russe qui a été publiée, et d'ailleurs ça a été sans doute une opération aussi d'un peu de manipulation, vous le disiez tout à l'heure, des opinions publiques. On a fait savoir qu'on changeait un peu la doctrine nucléaire russe. Ça change la donne pour les autres pays, pour la France, pour le Royaume-Uni, pour les États-Unis, ou bon, voilà, c'est sans conséquence. Alors concernant la doctrine russe, en effet, il y a eu quelques modifications parce que clairement, du côté de Moscou, il y a une frustration vis-à-vis de l'Occident et il y a une impression que la dissuasion nucléaire telle qu'elle est, qui doit protéger bien sûr les intérêts existentiels de la Russie, etc., est mal comprise et que les Occidentaux sont prêts à aller trop loin. Et donc il y avait une volonté de vraiment remettre les lignes rouges de manière plus limpide. Voilà. Après, d'un point de vue vraiment concret, ça change pas énormément de choses au sens où c'est un seuil nucléaire qui reste très élevé. D'ailleurs, on voit bien que la Russie, une petite partie de son territoire a été envahie. Elle a reçu des frappes conventionnelles sur certaines de ses infrastructures. Elle n'a pas répondu par du nucléaire. Donc le seuil de riposte reste quand même relativement élevé. Après, je voulais juste préciser par rapport à ça, et notamment aux pays que vous mentionnez, haute puissance nucléaire sur le théâtre atlantique, la France ou le Royaume-Uni, ces pays-là n'ont pas de doctrine de lancement sur alerte, comme on en parlait, hein, qui caractérise vraiment les États-Unis et l'Union soviétique, et puis maintenant la Russie, c'est-à-dire on n'attend pas que la frappe arrive pour riposter, on se sert de notre système d'alerte avancée pour prendre la décision dans la demi-heure, entre guillemets, qu'il faut, ou les 20 minutes, pour que le missile vole des États-Unis à la Russie, ou vice-versa. Ça, c'est vraiment quelque chose, pour l'instant, qui n'est... La Chine se dirige peut-être vers une telle stratégie, mais en tout cas ne l'a pas affirmé, et c'est pas sûr qu'elle dispose des capacités encore pour le faire. Et puis en plus, ça va complètement à l'encontre de sa doctrine. Les autres pays n'ont pas cette stratégie. Oui, et c'est un élément important que vous soulignez, effectivement, c'est que en Europe, notamment pour le Royaume-Uni et la France, la dissuasion nucléaire implique d'abord d'être frappé, ce qui n'est pas le cas des États-Unis et de la Russie aujourd'hui. Alain Denève, là-dessus, sur ces évolutions récentes de la dissuasion nucléaire, avec notamment ces évolutions venues de Russie, où on a fait changer un peu la doctrine. Est-ce que c'est pour vous un game changer ou pas, ce qui se passe là, cette guerre en Ukraine, pour la dissuasion nucléaire ? Pour rejoindre Emmanuel Maître, les fondamentaux restent les mêmes. Quel que soit, je dirais, ce qui peut se passer en matière de crise, de tension internationale, le socle de la dissuasion nucléaire, les fondamentaux restent les mêmes. Et je dirais même que la stabilité de ces socles font partie justement du mécanisme de la dissuasion. Si les doctrines devaient changer du jour au lendemain, on ne s'y retrouverait plus. Oui. Bon, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que même si les tensions internationales peuvent effectivement modifier les perceptions, que ce soit au niveau des politiques, au niveau des opinions publiques, les fondamentaux de la dissuasion nucléaire, les mécanismes qui sont à l'œuvre, restent quand même d'une grande stabilité aujourd'hui. Et c'est peut-être important de se quitter là-dessus, parce que c'est vrai que les questions nucléaires, elles peuvent faire peur. C'était important d'expliquer que c'est encadré, qu'il y a une doctrine, qu'il y a une manière de faire quelque part qui fait encore consensus entre les puissances nucléaires. Il y a une rationalité de la dissuasion nucléaire, évidemment. Merci Alain Denève, je rappelle que vous êtes analyste à l'Institut Royal Supérieur de Défense. Et merci Emmanuel Maître. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.